Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le numéro 229 aujourd'hui, et c'est une capsule, l'œil de la diète avec Nouchka, dans laquelle nous allons aborder quelques mythes de la nutrition. 5 croyances véhiculées dans notre sport qu'est la course à pied, et vous allez pouvoir jouer. On vous laisse un petit temps après chaque question pour proposer une réponse et Nouchka vous apportera son expertise. Cette capsule, l'œil de la diète, est un format d'épisode clair, court et concis dans lequel nous vous apportons des réponses à des questions concrètes sur la nutrition en lien avec notre activité physique. Pour rappel, ces formats d'épisodes consacrés à l'alimentation et à la nutrition sont réalisés en partenariat avec Happy Run qui accompagne le podcast. Happy Run, ce sont des produits de diététique sportive à base de miel 100% naturel et made in France. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de l'expertise de Nouchka. C'est la capsule L'œil de la diète. 5 mythes sur l'alimentation en course à pied. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nouchka, on se retrouve pour la capsule L'œil de la diète. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va démonter 5 mythes alimentaires avec peut-être des réponses qui seront apportées sur les réseaux, avec peut-être de la contradiction. Est-ce que tu es prête, Nouchka, à affronter les auditeurs dans cette contradiction et à faire un éclairage sur ces 5 mythes ? Salut Seb, déjà je suis contente de te retrouver pour ce nouveau podcast et je suis carrément prête, allons-y. Première question, alors chers auditeurs, on va vous mettre un petit peu à l'épreuve puisque après la question, on va laisser quelques secondes pour que vous puissiez apporter votre réponse sous une forme vrai-faux et Nouchka nous apportera son expertise et son éclairage. Alors première question, est-ce que le lait a des propriétés inflammatoires et serait la cause de tendinite ? Faux. Le lait, contrairement aux idées reçues, n'a pas de propriétés inflammatoires. Et en fait, lorsqu'on regarde un petit peu la littérature, on se rend compte que le lait, déjà, a plutôt un effet neutre, voire bénéfique sur les marqueurs de l'inflammation. Donc, il aurait même un effet anti-inflammatoire. Bien sûr, si on le consomme à des doses physiologiques, pas si on le consomme en excès. Concernant maintenant les tendinites ou tendinopathies de façon générale, la cause la plus probable, c'est simplement une sursollicitation, un excès d'utilisation au niveau du tendon. Mais en fait, finalement, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau littérature sur l'alimentation, on n'a pas vraiment de recommandations à cet égard parce que ce serait pas lié à des facteurs alimentaires ni hydriques. Les tendinopathies sont pas forcément liées à des déshydratations, ne sont pas liées à certains aliments qu'on peut manger et qui peuvent inflammer le tendon, ne sont pas liés à un déséquilibre acido-basique non plus. Donc pour cette idée reçue-là, c'est faux. Est-ce que ça ne vient pas des services médicaux ? On disait, quand on est enfant, on a des besoins peut-être alimentaires. Le lait a des propriétés pour la croissance. Il faut prendre du lait pour bien grandir. Une fois qu'on est sevré, une fois qu'on a passé l'âge de l'enfant, c'est là où apparaissent finalement ces croyances et on nous dit vous avez plus besoin de lait et au contraire c'est mauvais pour la santé. Moi, j'entends souvent, le lait, on doit pas en consommer parce que c'est pour le veau, et le veau, il fait plusieurs centaines de kilos. Le truc, c'est que le veau, il consomme beaucoup plus de litres de lait que nous par jour. Il va en consommer plusieurs litres, voire plusieurs dizaines de litres, et nous, on va même pas en consommer 1 litre par jour. Donc, il faut toujours revenir à la consommation totale qu'on va avoir. Et oui, ça aide à la croissance, forcément, parce que c'est des calories, c'est des protéines, c'est des lipides. Mais en fait, comme tout aliment, une fois qu'on est adulte, bien sûr, on a plus besoin de croissance, mais on a toujours des besoins de reconstruction musculaire, de reconstruction de nos cellules. On a des besoins qui sont pas les mêmes, mais qui peuvent quand même être apportés par ce que nous apporte le lait, quoi. Alors on l'avait évoqué dans l'épisode consacré au chocolat. J'ai pour habitude, après des séances, notamment l'hiver, de prendre un petit chocolat chaud. Et tu m'avais dit que c'était peut-être une des boissons de récupération les plus efficaces, avec du lait justement.
Ouais, tout à fait, parce que dans le lait, il y a quand même des protéines qui sont de qualité. Le lait, c'est une des meilleures sources de protéines. Je parle de la qualité de la protéine et de la disponibilité en acides aminés essentiels. Donc après, c'est pas une grosse teneur. Dans 100 millilitres de lait, on va avoir environ 3 à 4 grammes de protéines, mais c'est pas négligeable. Quand on revient à un verre de 250 millilitres, ça fait quand même presque 10 grammes de protéines. Donc, euh, donc c'est une source très intéressante de protéines. Et concernant la qualité du lait, quel produit choisir entre de l'écrémé, du demi-écrémé, du lait entier? Est-ce qu'ils ont des propriétés, des particularités spécifiques? Ce qui va changer principalement, c'est la teneur en lipides. Un lait qui va être écrémé aura quasiment pas de graisse et un lait entier sera plus riche en graisse. Donc forcément, c'est la teneur en lipides qui va varier et puis aussi en vitamines liposolubles, les vitamines qu'on va retrouver dans les graisses, donc les vitamines A, D, E et K. Il y en aura un petit peu moins. Donc en fait, il y aura moins de graisse et moins de vitamines dans le lait écrémé, mais sur le reste, ça change pas grand-chose. Passons maintenant à un deuxième mythe que l'on va déconstruire. Alors, chers auditeurs, je vous pose la question. Est-ce que le gluten est la source d'inflammation et est-ce qu'il faut le bannir de son alimentation? On vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Non, sauf dans certains cas, par exemple si, on a, une intolérance au gluten ou, qu'on a une maladie cœliaque, mais c'est pas le cas de tout le monde et tout le monde n'est pas intolérant au gluten. Il y a beaucoup plus de gens qui pensent l'être qu'ils ne le sont vraiment. Donc hormis ces 2 cas-là, il y a pas de raison de, bannir le gluten de l'alimentation. Il n'aura pas de propriétés, inflammatoires. Le gluten, c'est juste une protéine, hein, qu'on va retrouver dans le blé, dans l'orge, dans le seigle, voilà, dans certaines céréales qui contiennent du gluten, mais sauf intolérance et maladie cœliaque, il n'y a pas lieu de le supprimer. Est-ce que ça ne vient pas de cette mode de certains sportifs? J'en fais appel à Novak Djokovic, qui aurait justement éliminé le gluten de son alimentation et qui aurait vu des résultats, des performances s'améliorer. Est-ce que c'est vraiment lié ou est-ce que cette alimentation rééquilibrée, peut-être un petit peu plus structurée, n'est pas elle aussi responsable de ses meilleures performances, à l'exception du gluten mis de côté? C'est certain. Je pense par exemple au reportage Netflix Game Changer où, comme par hasard, en changeant d'alimentation, les performances étaient meilleures, mais c'était pas tant le fait de passer à tel ou tel régime, c'était en améliorant la qualité de l'alimentation. Je pense que le régime sans gluten et sa popularité, ça vient pas forcément de chez le sportif, mais je pense que comme tout dans l'alimentation, à un moment donné, on a essayé de mettre en avant certaines choses pour avoir une meilleure santé, pour perdre du poids plus facilement ou quoi. Et en l'occurrence, le régime sans gluten, c'est venu naturellement, mais on a des nouveaux régimes qui voit le jour un petit peu tout le temps. Donc je ne sais pas l'origine exacte de ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui va aider à avoir une meilleure santé, à perdre plus de poids. Pourquoi généralement quand on enlève le gluten, on perd du poids? C'est souvent parce qu'en fait, on va enlever des féculents et qu'on va pas forcément les remplacer, donc l'apport calorique va diminuer. Donc c'est ça qui va jouer plus que le gluten en soi. Troisième mythe auquel on s'attaque aujourd'hui, le régime cétogène. Est-il un facteur de performance? Est-ce que ce deuxième carburant infini tel que ce régime cétogène nous promet va être un allié pour la performance? On vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Non, et pourquoi pas? C'est très nuancé, mais aujourd'hui, on sait que le régime cétogène, par rapport à un régime glucidique, n'est pas plus avantageux. Et on a des résultats très hétérogènes quand on regarde la littérature scientifique. Alors, c'est un régime qui est étudié depuis quelques années maintenant. On a quand même une quinzaine, voire une vingtaine d'années de recul. Donc, je ne pense pas que du jour au lendemain, on va nous dire que on a des nouvelles recherches qui nous montrent que c'est efficace. Après, il y a des limites un petit peu dans les méthodes, dans les protocoles où le régime cétogène est étudié sur des durées qui sont pas assez longues à mon sens. Ça va de plusieurs jours à plusieurs semaines, mais on l'étudie pas vraiment sur des longs mois. Donc ça, ce sera à voir. Mais sur les données qu'on a, oui, on a une économie dans le sens où
Est-ce qu'on peut rappeler, Nouchka, en quoi consiste rapidement ce régime cétogène? Quels sont ses grands principes pour que les auditeurs puissent prendre un petit peu conscience des changements que ça implique dans l'alimentation? Oui, bien sûr. Je pense que c'est bien de le rappeler, en effet, parce que tout le monde n'est pas forcément initié à ça. Le régime cétogène, en gros, c'est un régime où on va manger principalement des lipides. Les lipides vont être la base de notre alimentation et on va supprimer quasiment tous les glucides. Donc, on passe à une alimentation qui va contenir environ 50% de glucides dans l'apport énergétique total à moins de 3% de l'apport énergétique total. Le but de ça, c'est d'utiliser, en l'occurrence pour le sportif, c'est d'utiliser beaucoup plus de graisse à l'effort parce que l'organisme va avoir plus de lipides en disponibilité énergétique. Et pour les efforts d'endurance, c'est prôné parce que justement, on le sait que nos réserves en glucides sont limitées. Donc, si on utilise plus de graisse, finalement, c'est très avantageux parce que je peux être plus économe et durer plus longtemps. En fait, on se rend compte que oui, on va avoir un changement dans l'utilisation des substrats, mais le changement de l'utilisation des substrats, c'est jamais un on et off. On passe jamais soit des glucides aux lipides ou l'inverse. C'est toujours une répartition. Alors oui, à des mêmes niveaux d'intensité, on va utiliser plus de lipides, mais on va quand même utiliser des glucides. Et le problème, c'est que si on n'apporte pas de glucides au quotidien et à l'effort, il arrive un moment donné où quand même on a cet épuisement de nos réserves en glucides, notamment en glycogène musculaire, et où finalement l'hypoglycémie va être inévitable. L'autre problème de ce régime, alors, comme je l'ai dit, on va avoir une meilleure utilisation des lipides, mais dans les études qui ne se vérifient pas toujours par une augmentation des performances. Et c'est bête parce qu'en fait, c'est ce qu'on va rechercher en étant plus endurant, c'est d'être plus performant. Et on ne voit pas vraiment de différence à ce niveau-là. Et puis, pour finir là-dessus, je dirais que c'est un régime qui est quand même assez contraignant à tenir. Le régime cétogène, ça consiste pas juste à ne pas manger de glucides à l'effort. C'est un régime qu'on doit maintenir toute l'année, se priver de glucides toute l'année, et il n'y a pas le droit au moindre écart, parce que le moindre écart glucidique que je vais faire, une pizza entre amis, une glace ou quoi, finalement ça va me faire perdre les adaptations métaboliques qui ont été mises en place pour utiliser plus de lipides. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire de ça par rapport aux données qu'on a, c'est que je pense que le rapport bénéfice contrainte n'est pas très avantageux aujourd'hui pour le proposer. Et bien sûr, certains auditeurs pourront me dire que eux ils le font et que ça marche très bien pour eux. Le problème c'est que c'est très hétérogène. Certains vont très bien répondre et d'autres vont pas du tout bien le supporter. Et aujourd'hui, on peut pas faire de généralité par rapport à ça, en tout cas. Alors, sans basculer sur ce régime cétogène, est-ce qu'on a un moyen, par des intensités, par un rythme peut-être plus doux, d'aller chercher ces graisses comme combustible sans pour autant diminuer et épuiser totalement nos stocks de glucides? Oui, avec l'entraînement. C'est l'entraînement, alors autant à basse intensité qu'à haute intensité finalement, parce que les deux vont faire fonctionner différentes voies et vont impliquer diverses enzymes. Mais avec l'entraînement en endurance, on peut augmenter l'activité enzymatique au niveau des mitochondries et puis créer plus de mitochondries, donc oxyder plus de graisse. Donc ça passe par l'entraînement. Généralement, les athlètes qui sont entraînés ont une meilleure oxydation lipidique que les athlètes débutants, par exemple, qui à des mêmes niveaux d'intensité vont oxyder beaucoup plus de glucides. Quatrième mythe, on s'attaque au jeûne intermittent. Est-ce que ce jeûne est l'allié numéro 1 pour la perte de poids? On en entend des vertes et des pas mûres à son sujet. On vous laisse quelques secondes à nouveau pour réfléchir, vrai ou faux, sur ce jeûne intermittent comme allié de la perte de poids. Et pas tout à fait vrai. Pourquoi le jeûne intermittent peut être intéressant quand on cherche à perdre du poids, c'est que on réduit la fenêtre alimentaire, donc possiblement on va manger moins en fait dans la journée. Le problème de ça, c'est que voilà, le jeûne intermittent à la base, c'est pas manger moins, c'est juste répartir différemment la prise alimentaire. Donc en fait, les calories qu'on va pas avoir sur le repas qu'on enlève, on va les mettre sur les autres repas. Donc finalement, ce qui va primer pour la perte de poids, c'est le déficit calorique. Mais si, par exemple, vous n'avez pas faim le matin et que mettre le jeûne intermittent en place, ça permet de respecter vos sensations alimentaires tout en vous permettant du coup d'être en déficit calorique, dans ce cas, ça peut être une bonne solution. Je dirais que c'est un régime qui peut être pratiqué si on le tolère bien, parce que
Si on a trop faim le matin, que le matin c'est vraiment le repas où on a besoin d'avoir un petit déjeuner, ou le soir, parce que le jeûne intermittent ça peut très bien être le soir également, ça va pas fonctionner parce que derrière ça va induire des fringales et ce sera pas facile à maintenir sur le long terme. Donc le jeûne intermittent, s'il aide pour la perte de poids, est surtout lié au fait qu'il induit un possible déficit calorique, le déficit calorique étant la base de la perte de poids. Est-ce qu'il faut un certain nombre d'heures pour se dire je suis en situation de jeûne? À partir de combien d'heures ça débute? Minimum 12 heures. À partir de 12 heures, on peut estimer qu'on fait un jeûne intermittent. Après, l'objectif, ce n'est pas de rattraper et de compenser ce que tu disais, tout un tas de calories qui n'auraient pas été consommées sur un repas et que ces calories soient reportées à un autre moment. Si on arrive à un niveau de calories égal à une journée type sans jeûne intermittent, on ne peut pas basculer sur un système de perte de poids donc. Ah bah non, parce que du coup, on sera pas en déficit calorique, donc ça reviendra au même. Qu'on mange un repas par jour ou 18 repas, si on revient au même nombre de calories, ça changera absolument rien, quoi. Donc ça va aider que si ça nous rend un petit peu en déficit calorique. Et puis pour le sportif, ça peut être un problème aussi le jeûne intermittent, parce que si je fais une séance le matin un peu longue ou assez intense et que du coup je suis à jeun, je vais avoir moins de réserves, notamment en glucides, et donc peut-être que ça va limiter ma performance ou ma récupération. Donc pour le sportif, c'est pas forcément adapté en fonction de comment il va s'entraîner. Alors pour moi, sauter le petit déjeuner le matin, c'est quasiment impossible. Et là, je me réfère à mon grand-père qui était agriculteur et qui me disait toujours « Sébastien, un sac vide, ça tient pas debout ». Donc il y a besoin, pour moi en tout cas, de carburant pour activer et être, on va dire, opérationnel pour la journée. Dernier mythe sur lequel nous allons travailler et traiter aujourd'hui, ce sont les glucides le soir. Est-ce que cette prise de glucides va nous faire grossir? Alors on vous laisse réfléchir quelques instants, chers auditeurs. Non, le timing de prise de glucides va pas impacter votre poids corporel en fait. Que vous consommiez la même quantité de glucides sur la journée et que vous le répartissiez sur la première partie de journée ou que sur la deuxième partie de journée, ça va pas avoir d'impact parce qu'en fait l'équilibre calorique est justement équilibré sur le long terme. Et puis le fait de pas forcément bouger le soir, c'est pas un argument qui est valable parce qu'on peut voir le truc dans l'autre sens. C'est pas forcément je vais pas rouler avec ma voiture donc je mets pas d'essence dedans, c'est plutôt j'ai roulé avec ma voiture avant donc je remets de l'essence dedans. Voilà, faut le voir un peu dans le sens là. Donc à calories égales, manger des glucides le soir, ça va pas impacter du tout le poids par rapport à en manger plus tôt dans la journée. Est-ce qu'à l'inverse, cette prise de glucides peut aider à bien dormir? À bien dormir et à perdre du poids même parce qu'en fait en intégrant des glucides le soir, ça va aider à la synthèse de sérotonine, précurseur de la mélatonine, donc ça va permettre de bien dormir et puis de pas forcément avoir des réveils nocturnes parce que j'ai des fringales ou quoi. Et en plus de ça, à perdre du poids également parce que si je me restreins sur un repas en enlevant les glucides, ça va peut-être me créer des fringales plus tard et donc m'amener à surconsommer à un moment donné. Donc, n'ayez pas peur d'intégrer des glucides. Et même si on veut perdre du poids, moi, ceux que j'en consulte, même quand ils veulent perdre du poids, même s'ils sont pas trop sportifs, ils ont quand même des glucides le soir. Sauf si vraiment ils ont moins faim le soir et qu'ils arrivent à le tolérer. Mais là, après, ça devient de l'individualisation. Mais dans la plupart des cas, les glucides le soir, même si on veut perdre du poids. Merci Nouchka pour ces éclairages sur ces 5 mythes que nous avons traités aujourd'hui. Merci à toi et à bientôt. Alors, chers auditeurs, on vous attend sur les réseaux avec Nouchka pour répondre à vos questions, mais également peut-être à lever d'autres mythes à l'occasion d'une autre capsule de la même fabrique, à savoir questions-réponses. On vous met à contribution, on vous fait travailler un petit peu pendant l'écoute de ces épisodes. C'était la capsule L'œil de la diète aujourd'hui. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!